L'échiquier international, soyez les bienvenus. D'aucuns nous disent que l'islam est un corps étranger de l'histoire de France. L'islam serait à la marge de la pensée, de la conception ou de la trajectoire de ceux qui ont pensé et bâti la France et surtout l'ont inscrite dans l'histoire. Des figures à la courte vue, lacunaires sur le volet historique pour des calculs politico-immédiats, assènent à tue-tête que cette religion, 2 millions d'adhérents sous le ciel hexagonal, est un phénomène nouveau, traversant accidentellement le paysage actuel français. Foutaise et inconséquence, le plus grand général de l'histoire de France, grand conquérant, celui qui a poussé les frontières de l'Empire aux confins de l'Europe, Napoléon de Bonaparte, a-t-il été musulman? Comment expliquer son attirance pour cette religion? Et surtout, pourquoi on tait ce fait? Thématique du jour pour notre rendez-vous. À tout de suite pour en parler. L'empereur Napoléon et la tentation de l'Orient et de l'islam, une fascination, une attirance réelle, mais s'est-il fait pour autant musulman? Ce à quoi tente de répondre Louis Blin dans son ouvrage passionnant, agrémenté, fouillé, qui porte le titre tout simplement Napoléon et l'islam, édité chez Éric Bonnier. Tout d'abord, Louis Blin, bonsoir. Bonsoir et merci de me convier à votre émission. Merci de l'avoir accepté. Diplomate, historien, spécialiste du monde arabe et du Maghreb, bienvenue. Alors, Louis Blin, il y a une pléthore d'ouvrages, des études consacrées au lien entre Napoléon et les religions. Certains biographes le présentent souvent comme indifférent en matière religieuse. D'autres, quand ils s'intéressent à cet aspect, passent rapidement sur le rapport de l'empereur avec l'islam, voire même l'ignorent, y compris les historiens spécialisés sur la campagne de l'Égypte, comme Henri Laurens, campagne entre 1798 et 1801. C'est une des raisons, vous, qui vous pousse à consacrer un livre sur Napoléon et l'islam? C'est le 3e livre que je consacre à cette question, après ceux que j'ai écrits sur Victor Hugo et Lamartine, qui tous deux étaient fascinés par l'islam et tous deux ont été complètement oubliés par la critique contemporaine dans ce volet important de leur œuvre. Pour Napoléon, ça devient caricatural puisque non seulement il était fasciné et donc il l'a prouvé lorsqu'il était en Égypte et jusqu'à la fin de sa vie à Sainte-Hélène, mais en plus il a proclamé à maintes reprises par oral et par écrit son islam. Donc pourquoi est-ce que cet homme qui est adulé par les Français ne l'est-il pas dans son entièreté? C'est une infidélité de la mémoire qui est troublante. Donc je crois que pour que les musulmans en France se sentent pleinement citoyens, ils ont besoin de grandes références. Et que peut-on espérer de mieux comme référence que Victor Hugo ou Napoléon? Voilà le sens de ma démarche. Il n'y a de Dieu et Mohamed est son prophète. J'aime l'islam, je vénère le prophète et respecte le Coran. J'aime établir un régime uniforme fondé sur les principes d'Al-Coran qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Ainsi parla Napoléon à Moulay Slimane le 14 août 1799. Vous démontrez dans votre livre toute l'ambiguïté du rapport de Napoléon à l'islam. Tout le monde, finalement, y trouve son compte au sujet de cette question. Alors, effectivement, ce que vous avez cité, ce sont des propos que chacun peut retrouver. Donc, il est très facile pour un musulman de prouver à son interlocuteur que Napoléon était musulman. C'est quelque chose que on a du mal à avaler lorsqu'on est français et partisan de Napoléon, parce que on ne nous l'a pas enseigné. Et les arguments contraires sont de deux ordres. D'une part, Napoléon était catholique, il est né catholique et il est mort catholique. Il y a un moment où il a été excommunié parce qu'il avait emprisonné le pape, mais il est redevenu catholique après. Parce que Napoléon considérait qu'un chef d'État devait avoir la religion de ses sujets. Mais Napoléon se considérait comme un leader. Et lorsqu'il était en Égypte, il a été fasciné par l'islam. S'il avait réussi ses conquêtes, il serait allé jusqu'à Istanbul et il serait devenu donc le sultan de l'Empire ottoman et par la même occasion le calife. Donc c'est le deuxième argument
contre l'islamité de Napoléon, c'est que ce serait une hypocrisie. Il ne se serait converti, donc il n'aurait dit cela que pour séduire les Égyptiens. Un calcul. Je démontre dans un calcul. Je démontre le contraire dans mes livres. Alors c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je suis un historien, je me contente de rapporter les propos et ensuite de les expliquer. D'une part, il ne s'adresse pas seulement aux Égyptiens, mais aussi à ses troupes qui sont pas musulmanes, et même aux Parisiens, puisqu'il écrit la même chose dans le principal journal parisien de l'époque, le Moniteur, qu'il contrôlait. Et puis, surtout, il dit la même chose à Sainte-Hélène, en exil, alors qu'il a tout perdu, et qu'évidemment, dans cette île perdue de l'océan Atlantique, il n'y avait aucun Égyptien, aucun musulman. Donc, il parle à la postérité. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, l'islam est la plus belle des religions. Donc, on ne peut pas contester l'islamité de Napoléon. Alors, est-ce qu'il s'est converti? C'est là toute la question. Si on considère que se convertir, c'est abandonner une religion pour une autre, il ne s'est pas converti. Non, au contraire, pour lui, la conversion, c'était adopter une nouvelle idéologie, en l'occurrence religieuse, et on peut dire, donc je le définis tel quel, c'est un catholique qui préférait l'islam au christianisme. Il considérait que les deux religions étaient compatibles, très proches par toutes les racines et même les convictions. Alors, est-ce que c'était un bon musulman? Ça, c'est difficile à dire. On va en parler. Alors, allez-y. On va en parler. On sait qu'en étant jeune, c'est ce que vous dites dans votre livre, il a toujours été fasciné par l'Orient, même avant, déjà à Toulon, il avait déjà beaucoup lu au sujet de l'islam. Il s'imaginait marcher sur les pas de Jules César ou d'Alexandre le Grand avec la conquête de l'Égypte. Il voulait aussi écrire sa légende avec une trace indélébile avec les pyramides de l'Égypte. Enfin, il y a tout un imaginaire. Il y a aussi il y a aussi un aspect qui dérange. Il y a une forme de conquête civilisatrice. Peut-être c'est le prémisse de l'expansion coloniale, puisque lui-même parle également de délivrer des musulmans asservis. Oui. Premier colonisateur français, et l'expérience d'Égypte a servi malheureusement à l'armée coloniale en Algérie avec toutes ces violences inouïes, ces massacres. C'est bien que évidemment on ne peut pas dire qu'un bon musulman devrait se conduire comme ça, mais je rappelle qu'il y a beaucoup de chefs d'État musulmans qui malheureusement ont usé de violence. Alors, donc effectivement, il était très influencé lorsqu'il était jeune, d'une part par sa culture toscane, parce qu'il n'était pas corse, il était italien, donc c'était un immigré en France. Cette culture toscane, elle est faite d'échanges avec l'outre-Méditerranée, alors avec quelquefois des conflits, mais en tout cas, il n'y avait pas le poids de l'histoire que les Français ont à cause des croisades, etc. D'une part, et puis d'autre part, il était très influencé par Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, qui n'était pas français lui non plus, est issu d'une famille qui a une grande tradition orientale, avec de nombreux diplomates, notamment dans l'Empire ottoman. Et donc, il a aimé Rousseau surtout pour un point, c'est que Rousseau était persuadé que l'islam était la meilleure religion pour l'ordre social, parce que c'était la religion de la tolérance par excellence. Et Bonaparte en Égypte a vu qu'effectivement, il y avait des chrétiens en Égypte qui vivaient en parfaite entente avec les musulmans. Donc, il a compris que la tolérance qu'il a trouvée en Orient, il pouvait s'en inspirer pour que les Français abandonnent définitivement les guerres de religion. Je vous rappelle que malheureusement, la révolution de 1789 était aussi une guerre de religion, mais contre les catholiques. Donc, il en est sorti, bien sûr, le Concordat, le Code civil. C'est donc une influence de ses lectures, une influence de sa culture. Et lorsqu'il a pénétré en Égypte, il était persuadé d'apporter aux Égyptiens une délivrance grâce au message de la Révolution française. Il n'a pas du tout compris que les Égyptiens, eux, n'avaient jamais demandé qu'on les libère des Ottomans.
Et donc, ils se sont révoltés contre un envahisseur comme tout le monde, parce que c'était l'important, c'est qu'ils voulaient gouverner leur propre pays. Donc, ils sont passés d'une domination étrangère, celle des Mamelouks, à une autre, celle des Français. Ça n'a pas marché. Les spécialistes de la campagne de Bonaparte en Égypte réduisent, c'est ce que vous critiquez un peu dans votre livre, réduisent cette campagne à une dimension politico-militaire et ça reviendrait à lui refuser une équation personnelle. Il faut revenir aussi à l'enfance de Napoléon. Jeune homme, c'est un jeune homme déraciné, marginalisé. On se moquait de lui à cause de son accent. Les jeunes Français se moquaient de lui à cause de son accent. Lui qui vient d'une famille toscane de noblesse déchue, il n'est pas corse, mais il vient finalement c'est un Italien, c'est une famille toscane. Il a nourri aussi une haine à l'endroit de la France. Il est passé un peu d'une fierté toscane à l'Empire français sans passer par un amour de la France. Il n'y a pas d'amour de la France chez lui, il n'y a pas de nationalisme français chez Napoléon. Lorsqu'il était jeune, il a même juré à son principal ami de se venger contre les Français. Donc, il a essayé de le faire en Corse, mais ça n'a pas duré. Et donc, il a compris que pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à être le chef, puisque c'était avant tout un homme rongé par l'ambition et complètement mégalomane, eh bien, il fallait être meilleur que les Français. Et c'est pour ça que je dis que c'est en fait un modèle d'intégration. Parce que au lieu de se révolter contre plus fort que lui, mais il aurait perdu évidemment, il était marginal dans la France de l'époque, eh bien il a réussi à exploiter la façon dont les révolutionnaires ont ouvert le pays à tous ses citoyens, alors qu'avant, bien sûr, il y avait la noblesse d'un côté, les tiers états de l'autre. Donc, il s'est engouffré par cette porte ouverte par la Révolution, et grâce à ses qualités militaires, il est arrivé à ses fins. Mais il a ajouté donc à cette conquête du pouvoir français quelque chose auquel personne n'a jamais pensé, c'est qu'il avait une culture ouverte sur l'islam, et du coup, il a intégré l'islam à la culture française. C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est une nouveauté. Vous vous rendez compte, il avait 29 ans lorsqu'il est allé en Égypte, il n'avait jamais vu un seul musulman. Donc, il est allé tout apprendre là-bas. Il a fait son apprentissage auprès des cheikhs d'El-Azhar. C'est vrai qu'il est moderne, sur cet aspect-là. Alors, concernant la campagne d'Égypte, il y a autour de lui un général, son nom c'est Abdallah Jacques Menou, qui s'est converti, lui, à l'islam durant la campagne donc, de l'Égypte. Il a épousé une certaine Zubayda al-Bahouab, qui est la fille d'un cheikh local. Il a adopté donc le nom de Abdallah. Il a cherché à se rapprocher des populations égyptiennes, devenant gouverneur puis commandant-chef après la mort du général Kléber qui a été poignardé en Égypte, c'est une autre histoire. En tout cas, Abdallah Menou est un général français musulman ayant commandé, fait rarissime dans l'histoire militaire française. Ah bien, c'est tout simplement le seul musulman à avoir commandé une armée française jusqu'à nos jours, et c'est aussi le seul musulman à avoir son nom gravé sur l'Arc de Triomphe. Et ce qui est intéressant, évidemment, vous savez que Napoléon était entouré de généraux très brillants. Ils ont marqué l'histoire de France. Et très violents, comme Kléber. Voilà, c'est ça. Donc chacun était jaloux de Menou, et malgré donc cette conversion à l'islam qui était tout à fait hors norme, eh bien Napoléon lui a accordé sa confiance, même après la retraite d'Égypte. Et donc Abdallah Menou est resté musulman. Alors, on connaît pas bien son parcours final ni celui de sa femme. Malheureusement, il n'y a pas encore de livre qui fait. Oui, qui nous permettent. J'espère que quelqu'un s'y mettra. Bah, peut-être vous, on l'espère. En tout cas, on le souhaite. On parlera ici, j'espère. Alors, il y a tout quand on lit votre livre, il y a tout chez le général Napoléon. Alors, il fait sa shahada en public. Il participe à des halaqat. Il dit qu'il aime trop le vin également pour se faire musulman. Vous racontez dans le livre comment les oulémas trouvent un semblant de solution. Pourtant, il y a l'autre version de Napoléon. Il voyait
c'est ce que tout le monde dit, en tout cas les spécialistes, quand on pose la question. Ils voient l'islam sous l'angle politique, c'est-à-dire pour un calcul seulement pour régenter le pays. Oui. Napoléon a massacré des Égyptiens, Napoléon a massacré des Palestiniens qui combattaient son invasion. Il se fait d'un côté chantre du réveil arabe et provoqua en Haute-Égypte le premier soulèvement interarabe contre l'impérialisme européen. Il y a cette ambiguïté chez lui, il y a cette ambivalence. Je crois que nous avons un souci de connexion avec Louis Blin. Donc on le disait dans le livre de Louis Blin, Napoléon et l'islam, il trace surtout cette ambiguïté, il tranche pas réellement la question, mais on le disait, c'est une figure de l'impérialisme européen contre le peuple égyptien, mais également contre l'Orient. Donc on pourrait faire un parallèle avec ce qui se déroule aujourd'hui, mais en même temps, c'est une figure, Bonaparte, qui a toujours été fasciné par l'islam. En fait, on a toujours voulu en faire un héros, un super général, mais finalement, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'ambivalence chez Napoléon, et ce qui le rend d'une certaine manière très humain. Ce qu'on reproche aujourd'hui, et ce qui est inquiétant, c'est que les spécialistes de Napoléon, Jean Tullard, pour ne citer que Christonneau également, ne parlent jamais de l'aspect de l'attirance de Napoléon envers l'islam. Il y a des livres qui sont consacrés sur le rapport avec le catholicisme, avec les juifs, avec sa rencontre avec le Sanhédrin. Il y a également des livres consacrés ou des thèses universitaires sur Napoléon et le protestantisme, mais très rarement on nous parle de Napoléon avec l'islam, ou son rapprochement avec l'islam. Et on me dit qu'on a récupéré Louis Blin. Oui, je vous entends. Louis Blin, il y a autre chose aussi. Oui. Qu'en est-il du lien de Bonaparte avec la franc-maçonnerie? On sait que l'imaginaire de l'Égypte est prépondérant au sein des loges. Est-ce que ce facteur aurait pu aussi attirer Napoléon sur la terre des pyramides? Dit autrement, est-ce que Napoléon était franc-maçon, ou est-ce que la campagne d'Égypte fut une entreprise maçonnique, tout simplement? Alors, en partie, effectivement, la famille de Napoléon était entièrement franc-maçonne, et la plupart de ses généraux l'étaient aussi. Alors, on a une image de la franc-maçonnerie aujourd'hui qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle était du temps de Bonaparte. À l'époque, c'était une espèce de confrérie qui était respectueuse de tous les dogmes, y compris l'islam. Et donc, pour lui, il n'y avait aucune incompatibilité entre la franc-maçonnerie et les religions en général, et notamment l'islam. D'autant plus que dans son admiration pour l'islam et son prophète, ce qui le passionnait en tant que chef d'État et comme homme politique, c'est avant tout sa capacité d'intégration sociale. Vous savez qu'après la Révolution, évidemment, la société française était en pleine en plein réaménagement, et c'est lui qui a mis fin en fait à la Révolution et donc a remis les choses en ordre. Donc pour lui, l'islam et aussi de manière secondaire la franc-maçonnerie, c'était une voie droite pour remettre la France au taquet et les Français. Et ce qui est intéressant, c'est que, et donc il l'a dit à tout le monde, y compris aux Français, et il n'a essuyé aucune critique. Il y avait beaucoup d'opposants à Napoléon, y compris durant ses conquêtes, mais jamais les Français à l'époque ne se sont emparés de sa fascination pour l'islam pour le critiquer. Ils l'ont critiqué pour beaucoup d'autres choses, notamment bien sûr son autoritarisme, mais l'islam à l'époque n'était pas du tout, comme de nos jours, décrié en France. Au contraire, donc, la passion de Napoléon, l'identification même de Napoléon au prophète Mohammed n'avait dérangé personne. Simplement, on trouvait ça bizarre parce que c'était pas dans la norme, mais il n'y a jamais eu d'islamophobie développée à l'époque. Notre époque pourrait bien sûr en prendre Justement. malheureusement
De la graine. C'est bien loin. Justement, vous me tendez une perche. Oui. Alors, il y a une ambiguïté chez Napoléon, mais finalement, ce qui le rend fascinant, c'est on n'a jamais vu un dirigeant de cette dimension faire preuve d'autant d'attirance, de sympathie envers l'islam, surtout en France. Il a fait preuve d'une ouverture jamais vue. Il a tenté malgré tout de concilier une identité européenne, républicaine et culturelle occidentale avec l'Orient et l'islam. Ce que nous démontre Bonaparte, c'est cette manière de se glisser dans l'altérité, à savoir ce que pense l'autre, celui qui est différent de nous, ce qui peut-être le rend aussi actuel, si révolutionnaire et si moderne, alors qu'actuellement en France, on nous cuisine une sorte de choc de civilisation. Je vous pose la question, est-ce que Napoléon est aussi bien compris que ça par les Français qui se disent spécialistes de sa trajectoire ou de son legs de conquête et politique? Alors, il est le seul dirigeant français de l'histoire à avoir prononcé la Shahada. Et maintenant, on essaye dans la plupart des écrits qui sont consacrés à Napoléon, de nous expliquer, soutenir que c'était du cinéma. Bien sûr, ça ne va pas du tout. C'est un manque de respect vis-à-vis de Napoléon, et donc ceux qui le soutiennent sont infidèles et même en fait trahissent sa mémoire. Alors pourquoi? Bien sûr, on a changé l'époque parce que entre notre époque et celle de Napoléon, la conquête de l'Algérie a bien sûr rabattu toutes les cartes, et malheureusement toute l'islamophilie du 19e siècle chez Napoléon, puis ensuite Lamartine, Victor Hugo, Jules Verne, beaucoup d'autres, et s'est heurté à partir en gros de 1880 à l'idéologie coloniale qui a ravalé l'islam à peu près au niveau pré-révolutionnaire, donc même au niveau donc du rejet du temps des croisades. Alors maintenant, on est héritier de cette période coloniale, et on a encore un passé qui ne passe pas, c'est le passé algérien en France, c'est bien connu. Donc les Français ont un problème avec leur passé, c'est-à-dire avec leur identité. Or, leur identité, c'est qui est-ce qui l'a forgée? Ce sont bien sûr des siècles d'histoire, mais aussi des grands hommes qu'ils ont adorés et qui ont irrigué leur culture. Alors, Napoléon est certainement le Français le plus célèbre de l'histoire. Il se trouve que ce Français n'en était pas un. Au départ, c'était un Italien, et bien sûr, un Italien immigré en France, un immigré musulman. Donc, les Français ont du mal à avaler qu'un immigré musulman ait pu être un modèle, et pourtant, tel est bien le cas. Et j'analyse ce déni de réalité comme une honte de soi, c'est-à-dire que les Français n'ont pas compris que l'islam n'était pas une arrivée avec les immigrés après dans la deuxième partie du XXe siècle. Non, l'islam fait partie de la culture française depuis très longtemps. Au contraire, donc Napoléon en l'illustre bien. Et si les Français veulent se réconcilier avec eux-mêmes, eh bien, ils doivent avant tout se réconcilier avec les musulmans qui font partie d'eux-mêmes. Louis Blin, auteur du livre Napoléon et l'islam, édité chez Éric Bonnier, merci d'avoir été des nôtres et merci pour nous avoir fait voyager au creux de l'histoire de l'Égypte et de Napoléon et du rapport entre l'Occident et la France. Merci et je vous dis à bientôt. Oui, je souhaite un bon ramadan à tous les téléspectateurs qui m'ont suivi. Merci à vous aussi. Le message est entendu. Merci beaucoup Louis Blin. Je vous dis à bientôt. Merci chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News et bonne soirée.